Bonsoir à tous et tous. Alors d'abord, remercier Al-Sir. Remercier à double titre, d'abord sur une thématique pareille, mais surtout pour nous concernant, donner la parole, permettre de donner la parole aux premières concernées sur cette thématique de l'islamophobie et sur cette thématique notamment de l'instrumentalisation du féminisme. L'instrumentalisation raciste, évidemment, puisque c'est celle qui nous intéresse ici, en l'occurrence, dans ce meeting. Deuxième point que j'aimerais souligner, parce que j'oscille là, en représentant Pierre et moi, nous avons coécrit donc un livre qui s'appelle « Les filles voient les parlent » avec Malika Latrache également. Et l'idée aussi qui présidait à l'élaboration de ce livre, c'était d'entendre les premières concernées sur ce qui les touchait au premier chef, c'est-à-dire la façon dont elles vivaient cette mobilisation complètement dévoyée de deux arguments, l'argument laïque et l'argument féministe. Alors je ne sais pas si dans ce public il y en a qui sont encore convaincus depuis 2004 que c'est pour libérer les femmes musulmanes qu'on a fait la loi de 2004. Peut-être qu'il y en a, et donc le débat est bienvenu. Mais en tout cas maintenant, a fortiori depuis 2004, toutes les études, les enquêtes, les débats un peu sérieux, je dis bien un peu sérieuses, mettent en valeur, mettent en exergue qu'on place ces lieux de la libération de ces jeunes filles prétendument, alors dans le meilleur des cas, d'accord, dans le meilleur des cas, soumises et aliénées, dans le pire, cinquième colonne d'un fascisme vert et blablabla. Et je vous renvoie à tous les propos qui ont été tenus par nos politiques à l'occasion de la promulgation de ces arrêtés, puisque le premier argument qui a présidé à la promulgation de ces arrêtés était bien le fait que les femmes en burkini promouvaient en fait donc l'islam politique et surtout constituaient en cela l'alibi du terrorisme. Alors ces arguments, en tout cas pour moi et mes amis avec qui je lutte d'ailleurs, féministes, femmes et hommes, ne nous ont pas surpris parce qu'ils font partie d'une rhétorique qui est mobilisée, alors évidemment depuis 1989 avec l'affaire de Creil, mais qui est montée en puissance notamment, alors je ne vais pas faire de chronologie historique par rapport à des abcès de fixation qu'ont constitué les attentats du 11 septembre, les attentats aussi sur le sol européen, les récents attentats aussi. Mais c'est toujours finalement les mêmes, au nom des deux mêmes porte-étendards de la République raciste, qui sont mobilisés, c'est-à-dire donc la laïcité et le féminisme. Alors, parmi les points que je voudrais aussi, sur lesquels j'aimerais aussi peut-être encore lancer un coup de gueule, c'est que par pitié, j'aimerais enfin qu'on arrête de lier de manière fantasmatique et consubstantielle la laïcité au féminisme. Par pitié. Les féministes de ce pays le savent très bien, ça n'est jamais la République qui a tendu à libérer les femmes de ce pays. Ce sont les femmes de ce pays, quand je dis les femmes de ce pays, c'est toutes origines, toutes confessions, sans confession confondues, qui parce qu'elles sont rentrées en lutte et en résistance bien souvent contre la République et les laïcs de ce pays, qui ont conquis et arraché leurs droits. Et ça participe, ça aussi, à déconstruire cette espèce de mythe, de récit national qu'on nous vend, et qui trouve en fait sa synthèse dans justement ce racisme d'État, républicaniste, universaliste et touliste, avec cette prétendue montée en puissance, cette profonde révélation, moi je dirais même d'un ordre vraiment psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, de nos hommes politiques qui se sont soudainement découverts féministes quand il s'agit des musulmans. Et alors je vous renvoie à tous les propos, alors franchement je vous assure que quelquefois j'en ris, j'arrive à en rire, parce que tellement, je vous renvoie à un film de Hitchcock où il y avait deux vieilles dames, je ne me rappelle plus du titre, deux vieilles dames qui avaient employé un terme que j'ai ancré quand j'étais petite, en regardant ce film, et elles employaient le terme de pitiatique. C'est même pas pitoyable, c'est pitiatique. L'état du débat, d'accord, où nous plongeons nos politiques. C'est vraiment, alors, on fait partie, bon allez, je ne vais pas non plus être, mais je crois qu'on fait partie du seul pays où un État discrimine, stigmatise, entretient et construit les musulmans, et surtout les femmes musulmanes de ce pays,
comme un bouc émissaire, comme l'ennemi principal, comme l'ennemi intérieur, et où on vient nous expliquer, à nous, femmes musulmanes, que si l'État fait tout ça, c'est pour notre bien, et qu'il faudrait enfin l'entendre et le comprendre. À défaut de l'expliquer, parce que quelqu'un a dit récemment qu'expliquer, c'est excuser. Là aussi, il faudrait faire un recensement du florilège de ce qu'on nous sort, de la façon dont on nous prend, comme on est vraiment des demeurés. Autre point, alors évidemment que ces débats nauséabonds d'instrumentalisation du féminisme, elles ne sont pas l'apanage d'une certaine extrême droite, qui s'est récemment d'ailleurs aussi découverte féministe en l'occurrence, et laïque. Elle est malheureusement, elle transcende tous les chiffres politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche. Nous trouvons sur ces... Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes arguments qui sont mobilisés. D'accord? À droite, l'argument sécuritaire et identitaire, quoique on arrive à retrouver l'argument identitaire dans une certaine gauche. À gauche, c'est l'invocation de nobles principes, et tout y passe. La République, la laïcité, l'égalité homme-femme, l'émancipation, et j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, ce sur quoi je voudrais mettre le droit, c'est que cette instrumentalisation raciste et islamophobe n'en est pas plus respectable et admissible parce qu'elle émane de la gauche ou de l'extrême gauche. Je ne la mets pas sur le même plan, mais en tout cas, quand je parle d'instrumentalisation islamophobe du féminisme, ce que je mobilise, c'est qu'en termes de conséquences, c'est exactement le même. Ce sont exactement les mêmes. L'exclusion, la stigmatisation, la violence. Dans ce pays, la moyenne tourne autour, alors j'en réfère au CCIF, parce qu'ils sont là quelque part, en moyenne, c'est 80% des actes islamophobes, et y compris des agressions physiques violentes, d'accord, sont à l'endroit des femmes musulmanes qui portent le fameux signe identifié. Alors évidemment, il y a toute une logorée là aussi terminologique, le signe de la barbarie, le fait qu'elles ne veulent pas renier leur groupe, le fait qu'elles soient une caution à l'islam politique, le fait qu'évidemment elles soient une caution surtout aux attentats sanglants et barbares qui ont lieu sur notre sol. Et cette sommation à l'endroit des femmes musulmanes d'avoir à se justifier sur ce qu'elles sont ou ce qu'elles ne sont pas dans le meilleur des cas, doit faire face à une omerta politico-médiatique, y compris sur l'histoire du Burkini, sauf si je suis passée à côté. J'ai pas vu beaucoup de médias donner la parole à des femmes musulmanes. Ah, bah alors là, mes amis, je parle des médias français aussi. N'allez pas me chercher le New York Times. Le New York Times étant l'émanation d'une culture anglo-saxonne qui ne comprend pas notre modèle français. Alors, faut pas exagérer. Donc, voilà. Donc, hormis le New York Times, évidemment, je vous avais dit que ça serait risible si ce n'était pas aussi pitoyable et pitiatique pour le coup. Alors évidemment, on assiste aussi là aussi à une logorée, sont les principales concernées, une interpellation récurrente en fait sur l'islam. Et là, je voudrais parler du business de l'islamophobie. J'ai entendu un jour cette formule et ça m'a percuté de bonheur d'entendre cette formule. Il y a actuellement, et en montée en puissance exponentielle, un business de l'islamophobie. Qu'est-ce que j'ai compris, moi, par rapport à cette formule? Ce business de l'islamophobie, c'est que je n'ai jamais vu autant d'experts et d'expertes autoproclamés sur l'islam, les musulmans, la condition des femmes, l'obsession pour le sort des femmes musulmanes. Sauf que j'aurais pu comprendre, avec mon esprit tordu et très retors, qu'on veuille mon bien en essayant de me libérer de mes attachements et de mes principes et de mes valeurs. Sauf que même pas. C'est-à-dire que même des femmes qui se disent ici, et des hommes qui se disent et se prétendent féministes, sont contre les femmes. Et on arrive exactement à cette situation d'un féminisme brandi et mobilisé contre des femmes, au prétexte qu'elles dérogent ou qu'elles dérogeraient à la doxa
doxa, puisqu'en l'occurrence on a parlé de dogme, je parle de doxa, la doxa républicaniste, qui longtemps, s'est trop longtemps accommodée d'horreur à l'endroit des femmes, pour venir se prévaloir au XXIe siècle de vouloir libérer certaines femmes, évidemment étant entendu malgré elles. Parce qu'évidemment, comme elles sont aliénées et qu'elles sont dans une démarche de servitude volontaire, vous comprenez bien que le propre de l'aliéné, c'est d'ignorer, en fait. Donc j'ignore, en fait, que je suis aliénée. Donc d'autres sont venus et tentent, en fait, de m'instruire sur mon aliénation. Mais ce que j'entends, moi, dans cette instrumentalisation raciste du féminisme, dans ce dévoiement du féminisme, ce que j'entends, moi, c'est la mise au pas, la domestication paternaliste et coloniale à l'endroit du corps des femmes. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que quand d'autres féministes brandissent le « mon corps m'appartient », ce droit m'est délié en tant que femme musulmane qui porte un foulard. Je ne peux pas, moi, prétendre mobiliser ma liberté et mon émancipation en disant oh, « mais je suis d'accord, mon corps m'appartient, donc laissez-moi le dévêtir ou le vêtir comme je l'entends ». Ce positionnement est crucial et déterminant et nous pousse, Saïd, tu l'as dit, à vraiment mobiliser toutes les consciences, mais toutes les bonnes volontés pour refuser une société du séparatisme, de la séparation. Une société où finalement, parce que c'est ce qui est en train de se passer, si le racisme d'État républicain est en train de diffuser et de prendre à la base, c'est bien qu'il y a des éléments probants, des paramètres qui sont certes diffus. Je suis prête à créditer, y compris les gens qui me détestent sur tout le spectre politique, militant de l'opinion publique, aller de l'aveuglement, mais basé sur une conviction intime. Mais par contre, ce que je refuse, c'est que des Laurence Rossignol, que des Boitard, alors je ne cite pas les pires, on ne va pas la faire de pub, excusez-moi, les Rossignol et autres, viennent au prétexte d'une certaine idée, d'un certain féminisme, me dire à moi comment m'indiquer la bonne façon d'être libre. Sachant que pour ce type de profil, la bonne façon d'être libre, excusez-moi, là c'est un coup de gueule pour le coup, c'est de fermer ma gueule et de rentrer dans le rang. Eh ben non. Les autres et moi, mes sœurs, mes consoeurs, toutes, nous ne nous tairons pas. Nous ne rentrerons pas dans l'invisibilité dans laquelle on souhaiterait nous maintenir. J'ai fait un certain nombre d'interventions à travers le monde, hein, parce que dans le monde, heureusement, ça fait du bien de sortir de la France. Hein, ils nous prennent vraiment pour des dingues. Hein. Donc ça m'a fait du bien, moi, de voir comment je suis pas vraiment des dingues. Je dis que, ok, pour travailler à l'élaboration de campagnes de résistance réellement féministes, à savoir lutter contre les violences conjugales. D'accord ? Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Alors, à côté de conjoint, il n'y a pas marqué arabe, noir, rome, musulman. Il y a juste marqué conjoint. Hein. D'accord. Non, mais il vaut mieux se le dire, ça va mieux en disant. Lutter contre le fait qu'à diplôme égaux, d'accord, je suis payée et je vais être payée, enfin, heureusement pour moi, parce que j'ai un boulot. Hein. Je ne parle même pas des femmes, parce que c'est la mort sociale des femmes musulmanes qui portent un foulard. Hein. Je suis payée un tiers de moins que les bons hommes. D'accord ? Sur des politiques, en mettre en œuvre de vraies politiques pour les femmes, et pas simplement d'égalité hommes-femmes. Le féminisme, je suis désolée, ça n'est pas que l'égalité hommes-femmes. C'est la lutte et la résistance contre des systèmes d'oppression structurelle et patriarcale. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de constantes
qui sont le mieux partagées par le machisme universel, mesdames et messieurs. Il faudrait le rappeler, ça aussi. L'homme blanc de plus de 70 ans, de gauche, d'accord, n'a pas le privilège, n'a pas le monopole de la bienséance à l'égard des dames. Comment? Il y en a qui le pensaient encore. Donc je disais que ce positionnement est crucial. Pourquoi? Parce que la mobilisation dévoyée de l'argument féministe est au cœur de cette guerre de civilisation qu'on nous vend depuis à minima une vingtaine d'années. Il est au cœur de cette guerre des cultures, de cette guerre des individus dans ce pays. Comme il y a des Français, ou pas Français d'ailleurs, qui sont moins Français que d'autres, il y a dans ce pays des femmes qui sont moins femmes que d'autres. Et là, je prêche pour ma paroisse, à défaut de prêcher pour ma mosquée, sinon je vais être embarquée. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Collectif des féministes pour l'égalité. Et alors, à chaque fois qu'on m'interpelle sur oui, égalité homme-femme, c'est super, nanana. Oui, égalité homme-femme, égalité femme-femme. Parce que dans ce pays, je suis considérée moins égale que d'autres femmes. Pour aller dans le sens de ce qu'ont dit mes amis avant, cette rhétorique laïque, républicaine, féministe, qu'on égrène comme ça, qu'on égrène, je dis vraiment égrener parce que tout de suite je pense au chapelet. Hein. Vous savez, c'est un cantatoire en fait, on va dire bientôt c'est du domaine de l'exorcisme. Cette rhétorique, il faut non seulement la déconstruire au niveau de la terminologie, au niveau des concepts, mais la meilleure façon de la déconstruire, c'est en tout cas ce que je trouve que nous faisons, nous, et j'ai beaucoup d'amis ES et d'amis IS ici, au quotidien, dans notre engagement commun, dans des dynamiques communes, sur des causes communes, parce que rien ne déconstruit mieux que les préjugés, les stéréotypes, la stigmatisation, que le fait de faire sens et de s'engager dans des espaces communs. Je parle d'Alcir, mais je pense premier des quartiers populaires. Je parle en termes de fabuleux travail de l'MCI sur la déconstruction des concepts de la terminologie, parce que, et je terminerai par là, j'ai fait, alors des fois c'est vrai que je suis vraiment, je suis consultante auprès d'un organisme que je ne citerai pas, parce que cet organisme et moi-même sont à m'attaquer, pour deux manières, parce que moi je suis considérée comme étant le relais des islamistes, et l'organisme comme étant le relais de mon propre relais. Vous comprenez la machine Donc je ne citerai pas cet organisme, j'interviens auprès des adolescents sur deux niveaux. Vous savez, pour des enseignants, vous savez très bien, il y a une nouvelle matière qui a été intégrée, c'est EMC, c'est ça, l'éducation morale et civique. Donc je fais partie de l'organisme en fait des programmes, parce que je suis parent d'élèves aussi déléguée et j'ai été enseignante. Donc, sur la déradicalisation, comment débusquer les élèves en voie de radicalisation. Et alors que moi, en plein CA, j'explique que je suis en train de me radicaliser. Mais pas de la manière dont la doxa majoritaire est en train... Je suis en train de me radicaliser en tant que féministe et en tant que laïque. Et dans le cadre d'une de mes dernières interventions, j'ai posé une question. Alors évidemment, j'avais des idées derrière la tête. Hein. Donc à une classe de troisième, alors, qu'est-ce que vous évoquent les mots de laïcité, égalité homme-femme? Et mais alors, à défaut d'être stupéfaite, j'ai été foudroyée par l'état dans lequel on se trouve collectivement. 78%, une fois que j'ai dépouillé, 70% de ces élèves associent invariablement le mot de laïcité, le mot d'égalité homme-femme, d'accord, à tout ce qui a trait à l'islam et aux musulmans. Voilà la défaite et notre responsabilité collective. Parce que, bon, je veux bien être, on dit souvent que je suis une génération sacrifiée, mais ces élèves dans ces classes-là, la façon dont ils sont traités, de toute façon il y aura un témoignage de Jérôme,
Moi, je ne sais pas s'il va aller dans ce sens, en tout cas pour donner des éléments probants afin d'étayer de manière concrète. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ce sont les générations futures. Et cet élément, je le corrèle à quelque chose. Bon, je ne gratifie pas toujours les médias des sondages d'une qualité scientifique, sauf que là, très concrètement, dernièrement, alors je ne sais plus trop quand, il y a eu un sondage pour essayer en fait de qualifier, de quantifier le profil en fait des jeunes qui rejoignaient l'EFM. Elle m'a dit stop. C'est plus de minutes. Moi je sais pas. L'EFM. Et je ne sais pas si vous connaissez le chiffre des jeunes qui ont rejoint l'EFM. Moi, j'ai entendu, ça fait 3 jours à la télévision, hein, d'accord, 35% de l'électorat, enfin, je ne sais pas comment on dit ça, à niveau de l'électorat, du corps électif, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, est constitué de 35% de jeunes. Ça dit quelque chose sur l'état de notre pays, de la France. Merci infiniment et désolé pour